Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la prudence qui s'installe sur les marchés boursiers, notamment avec une petite baisse des indices européens. À mi-séance, le CAC 40 préserve toutefois le seuil des 7500 points, 7525 points autour pour l'indice parisien qui se replie de 0,65%. La pression aujourd'hui vient du secteur bancaire avec l'heure des comptes pour de grandes banques européennes, à commencer par les banques suisses. Les investisseurs ont les yeux rivés sur la volatilité des dépôts des grandes banques aux États-Unis et en Europe à l'occasion de la publication de leurs comptes trimestriels. Ainsi, on apprend avec les publications des banques suisses aujourd'hui que Crédit Suisse a vu une sortie de dépôt qui a pu atteindre les 69 milliards de dollars sur l'ensemble du premier trimestre, ce qui fait que Crédit Suisse aura perdu sur les 6 derniers mois, T4 2022, T1 2023, 200 milliards de dépôts environ, ce qui montre bien l'intensité de l'hémorragie et de la perte de confiance vis-à-vis de Crédit Suisse, sous coupe d'UBS désormais. À l'inverse, on constate qu'UBS a plutôt profité de la défiance de Crédit Suisse dans les mois précédant le rachat, puisqu'UBS a enregistré une collecte positive de dépôts de 28 milliards de dollars sur le premier trimestre. UBS néanmoins qui a délivré une performance des plus faibles en matière de profitabilité sur ce premier trimestre, qui est un des trimestres les plus faibles de ce point de vue-là depuis 3 ans pour UBS en Suisse. Et puis côté américain, nous avons eu hier la publication de First Republic, une des grandes banques régionales qui reste un sujet de préoccupation pour les investisseurs. Et il y a de quoi, puisque First Republic a confirmé que la sortie de dépôts avait été massive. On parle de 100 milliards de dépôts sortis des caisses de First Republic sur l'ensemble du premier trimestre, ce qui correspond à une chute de plus de 40% quand même de la base de dépôt de First Republic. Le titre First Republic chutait hier de plus de 20% après la publication de ces chiffres, après la clôture du marché américain. Du côté macro et monétaire, on entre dans l'heure décisive pour les décisions de banque centrale à suivre la semaine prochaine. Fed et Banque centrale européenne, nous en parlerons dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis dans la série microéconomique, le bal des résultats des GAFAM va commencer ce soir avec les publications attendues après clôture aux États-Unis de Microsoft et Alphabet Google. Demain soir, c'est Meta Platforms qui publiera ses chiffres. Jeudi soir, Amazon et Apple qui fera un peu bande à part et ne publiera ses résultats qu'en début de semaine prochaine. Nous évoquerons cette séquence microéconomique sur le marché américain notamment avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplégest, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, les prochaines informations macroéconomiques qui vont cristalliser les décisions des banques centrales prévues la semaine prochaine pour la Fed et la Banque centrale européenne. Nous en parlons avec Juliette Cohen, avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Prenons peut-être la partie européenne pour commencer. La décision de la BCE sera rendue la semaine prochaine, je le disais, le jeudi 4 mai. Entre-temps, les investisseurs auront pris connaissance des premières estimations de croissance trimestrielle pour les pays majeurs de la zone euro et pour l'ensemble de la zone euro. Ces chiffres vont être publiés en fin de semaine. Nous aurons également des estimations d'inflation pour le mois d'avril pour des économies comme les économies allemandes, françaises et espagnoles. Juliette, sur le front de la croissance, ce sont des chiffres qui vont refléter le passé récent, mais qui vont montrer quand même une dynamique hors norme de l'activité en zone euro au premier trimestre. Oui, tout à fait. On a un PIB de la zone euro qui a stagné au 4e trimestre 2022. Et là, quand on regarde les enquêtes de conjoncture, notamment les dernières enquêtes PMI, on voit qu'on a une accélération de l'activité en zone euro sur le début d'année 2023 grâce à la dynamique du secteur des services notamment. Et donc, on attend un PIB de la zone euro en légère hausse au premier trimestre. C'est plus 0,2% qui est attendu en croissance trimestrielle selon le consensus.
Donc on voit que sur 2023, on démarre l'année donc avec une croissance positive, qu'on est donc dans une phase de ralentissement, mais que l'effondrement de la croissance qu'on attendait en fin d'année 2022 ne s'est pas réalisé. Jusqu'à présent, les inquiétudes portaient essentiellement sur l'industrie manufacturière, sur l'industrie au sens large. Juliette, avec des enquêtes d'activité pour cette partie-là qui ont été très négatives, qui restent très négatives, mais quand on voit quand même ce qui est réalisé en matière de production industrielle, par exemple, les chiffres sont toujours publiés avec un peu de décalage dans le temps, mais quand on a quand même une idée de ce qui s'est passé en termes de production, d'activité industrielle et manufacturière au premier trimestre en zone euro, ça n'est pas booming, certes, mais en niveau, c'est quand même quelque chose qui fait mieux que bien résister, Juliette. Oui, tout à fait. En fait, on a dans les enquêtes un écart historique entre le secteur des services et le secteur manufacturier. Et les enquêtes dans le secteur manufacturier sont assez mal orientées, notamment du fait des craintes sur les carnets de commandes. Mais quand on regarde les chiffres de production industrielle, en fait, on a des effets de base qui sont assez favorables. Parce qu'il faut se rappeler que la production dans le secteur automobile ou dans le secteur de la chimie ont été très pénalisées l'année dernière par des pénuries d'intrants ou par les prix très élevés de l'énergie. Et donc l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la baisse des prix d'énergie ont permis à l'activité de redémarrer assez nettement dans ces deux secteurs industriels qui sont majeurs pour l'Europe. Donc on va avoir probablement une progression de l'activité industrielle sur l'ensemble du premier trimestre 2023. Combien de temps est-ce que ce schéma est soutenable dans le temps d'une certaine manière, Juliette? L'idée que l'offre a encore de la place pour rattraper ce qui a été perdu ou mis entre parenthèses pendant la période Covid, face à une demande alors qui reste au moment où on se parle sans doute toujours relativement résiliente, mais qui peut soulever aussi des interrogations sur la suite. Alors quand même sur la suite, on a plus d'interrogations puisqu'on voit quand même globalement au niveau mondial un ralentissement du commerce mondial qui est assez net. Quand on regarde des indicateurs avancés comme les exportations coréennes, elles sont en zone de contraction de façon assez nette. Quand on regarde aussi le redémarrage chinois, on voit que c'est tiré par la consommation des ménages, mais du côté du secteur industriel, ça reste encore relativement modeste. Donc c'est vrai que on a plutôt dans l'idée que l'on va avoir passé cette période de rattrapage, un ralentissement plus marqué de l'activité dans le secteur industriel. Pour la décision de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain, Juliette, à ce stade, il faut estimer que l'inflation, le cœur de l'inflation en zone euro va rester la préoccupation première des banquiers centraux européens ? Oui, Philippe Lane a évoqué 3 chiffres majeurs selon lui, le PIB du premier trimestre, la dynamique d'inflation évidemment, et là on aura le chiffre pour l'ensemble de la zone euro mardi prochain. Il devrait être en très léger ralentissement. Il faudra aussi regarder comment se comporte l'inflation des services. Et puis le dernier élément, c'est l'évolution de la dynamique de crédit en zone euro pour voir l'effet du resserrement monétaire sur les prêts du secteur bancaire. La traduction en matière de hausse de taux va être de savoir s'il faut faire 50 comme le meeting précédent ou 25. C'est un peu la même discussion que la BCE avait déjà eue en décembre avec des termes un peu différents puisque la question à l'époque était de savoir s'il fallait continuer de faire 75 ou revenir à 50. Comment est-ce que les termes de la discussion vont se poser pour la BCE de ce point de vue-là la semaine prochaine, Juliette ? Alors il nous semble nous, que la BCE va faire une hausse de 25 points de base la semaine prochaine, mais elle pourrait faire comme en décembre, c'est-à-dire conserver un discours assez dur avec l'idée qu'il y aura d'autres mouvements dans les prochains mois et également, il y a toute la question du quantitative tightening qui va se poser. Donc là aussi, il est possible que la BCE annonce la fin totale des réinvestissements de titres à compter du mois de juillet. Donc ça aussi, ça pourrait contribuer à porter un discours peut-être un peu plus dur que ne le laisserait penser la hausse de 25 points de base.
Oui, si j'ai bonne mémoire en termes de price action, la décision de décembre, alors en première intention qui nous faisait passer de 75 à 50, avait été perçue quand même avec le discours de Christine Lagarde à l'époque comme une réunion plutôt au quiche. Oui, tout à fait. Oui. Et on pourrait avoir un peu la même séquence cette fois-ci encore. Bon. Décision pour la BCE jeudi prochain, le 4 mai. Avant cela, la Fed aura, elle, rendu sa décision sur ce que tout le monde attend comme étant la dernière hausse de taux de ce cycle. Une hausse de taux de 25 points de base qui viendra peut-être terminer ce cycle historique de resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Juliette, est-ce que c'est votre avis également chez CPR Asset Management? Et d'un point de vue tactique, est-ce que la Fed a intérêt, la semaine prochaine, à dire clairement que sa hausse de taux de 25 points de base sera la dernière? Alors, il nous semble que la Fed devrait aussi faire un mouvement de 25 points de base de hausse et qu'elle devrait aussi annoncer la fin du cycle de resserrement monétaire. Donc, ça pourrait passer par un communiqué qui dirait que le Conseil prévoit de maintenir les taux sur le niveau actuel, mais qu'il serait prêt à augmenter davantage les Fed Funds pour ramener l'inflation à 2% si cela était nécessaire. Oui, donc c'est plutôt, il y aura toujours cette option dans le communiqué ou dans le wording de la Réserve fédérale américaine, et une option plutôt à la hausse sur les taux d'intérêt toujours. Oui, tout à fait. Les banques centrales restent très data-dépendantes et on voit qu'il y a quand même des incertitudes très fortes sur l'évolution de l'inflation. Il y a plusieurs membres de la Fed qui ont parlé la semaine dernière avant la période de blackout et qui disaient qu'il y avait évidemment beaucoup d'incertitudes encore. Donc évidemment, la Fed ne voudra pas se lier trop et maintiendra cette optionnalité pour faire face à d'éventuelles données d'inflation notamment qui seraient moins favorable que prévu. Un mot peut-être également du plafond de la dette américaine, le feuilleton qui revient régulièrement avec la dramaturgie politique au Congrès dont on commence à avoir l'habitude. Juliette, néanmoins, visiblement, ce plafond de la dette 2023 génère un peu plus de stress dans le marché que les épisodes précédents, habituels. Juliette, qu'est-ce qu'on peut dire de ce stress? Comment est-ce qu'on peut le mettre en perspective, par exemple? Et qu'est-ce que ça peut impliquer effectivement dans la recherche d'un compromis? Parce qu'il y a toujours le scénario extrême du défaut, du Biden default. Il y a surtout le scénario central qui est de dire qu'il va falloir trouver un compromis politique avec peut-être des conséquences économiques pour gérer cette question du plafond de la dette cette fois-ci. Alors tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de recettes fiscales sur la première quinzaine d'avril que ce qui était prévu ou ce qui avait eu lieu l'année dernière. Et donc l'idée qu'on pourrait atteindre plus rapidement la limite au fonctionnement du Trésor, c'est-à-dire peut-être en juin, juillet et pas à la fin de l'été, ça contribue à raviver donc le stress. En termes de données de marché, ce qu'on a pu voir, c'est que le spread souverain CDS américain s'est écarté et qu'on a un écart qu'on a rarement vu et qui s'est creusé entre les T-bills à 3 mois et à 1 mois à cause de craintes plus fortes d'un éventuel défaut de paiement de l'État américain dès le mois de juin s'il n'y avait pas de relèvement du plafond de la dette. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis les années 60, le Congrès a relevé 78 fois le plafond de la dette. Donc, c'est pas, oui. C'est généralement comme ça que ça se termine, oui. Oui. Après, parfois ça s'est fait dans des conditions beaucoup plus tendues, notamment en 2011, où les Républicains avaient demandé des baisses de dépenses assez fortes au président Barack Obama. Et donc le stress qui avait été assez durable avait conduit à une hausse des coûts d'emprunt de l'ordre de 1,3 milliard de dollars sur l'année, selon les estimations du département du Trésor américain. Donc on voit que en termes budgétaires, ça peut avoir des impacts significatifs. Ce que l'on peut dire, c'est que les républicains ont proposé des baisses de dépenses, mais d'un montant qui sont très très importants, 4 500 milliards de dollars.
Et en échange, il s'engagerait à augmenter le plafond de la dette de 1 500 milliards de dollars, soit jusqu'en mars 2024. Donc ça, c'est la base de la proposition républicaine. Et pour l'instant, donc les négociations sont un peu au point mort, mais on espère que les choses vont s'activer dans les semaines qui viennent. Bon. Rappel, effectivement, avec une situation d'éclatement du paysage politique assez extrême, puisque je crois que les Républicains n'ont qu'une poignée de voix de majorité à la Chambre des représentants aujourd'hui. Et même le plan emmené par le speaker de la Chambre républicain n'est pas sûr d'avoir une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Merci beaucoup, Juliette. Juliette Cohen, qui était avec nous par téléphone, stratégiste de CPR Asset Management. Avant le plafond de la dette américaine et avant même la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, il y a toute une séquence de résultats d'entreprise devant nous. Nous en parlons avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplégest. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour. Je crois qu'il y a une vingtaine de % du S&P 500, des sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats au moment où tout le monde s'interroge sur l'ampleur de ce qu'on appelle la récession des profits aux États-Unis. Ce trimestre va marquer un deuxième trimestre sans doute de baisse en séquentiel des profits agrégés des grandes entreprises cotées américaines. Quels sont les éléments quantitatifs dont on dispose à ce stade pour mesurer la profondeur de cette récession des profits, Julie? Eh bien, écoutez, effectivement, on a une vingtaine de % des sociétés qui ont publié. Elles publient des profits qui sont pas très bon, puisqu'on est en repli de 6,2%, donc c'est quand même une nette baisse. C'est un peu mieux que prévu, puisqu'on attendait, le consensus était autour de 6,7%, mais les surprises positives sont moins fortes qu'on a pu l'avoir dans le passé. Donc c'est vraiment un petit peu ce qui ressort de cette première semaine de publication de résultats. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'éléments quand on n'a que 18-20% des publications. On n'a pas un niveau de granularité qui est suffisant à ce stade. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même des messages qui sont globalement prudents. C'est le troisième trimestre consécutif de révision de bénéfices sur les profits des entreprises américaines et qu'on rentre maintenant aujourd'hui même dans la séquence assez forte des publications de résultats et des grandes majors, on va dire, américaines dans les sociétés, en particulier dans la tech. D'un point de vue un peu top-down, global macro, on arrive à voir à quel moment on touchera le point bas de ces profits américains. Est-ce que ça peut être sur ce premier trimestre, les chiffres qui sont publiés en ce moment relatifs au premier trimestre? Est-ce que c'est plutôt pour le prochain trimestre, le suivant? On a une idée un peu de timer ce point bas des profits? Alors, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le consensus des estimations table sur ce premier trimestre, effectivement, sur une baisse très marquée, mais que le prochain trimestre, on est déjà, en fait, dans une amélioration de cette décélération, puisqu'on n'attend plus qu'une baisse de l'ordre de 1,5. La dérivée seconde redevient positive. Donc, on a effectivement une amélioration de la tendance avant une reprise progressive sur le troisième trimestre, où là, on attend une petite croissance. Mais sur l'année, c'est là où c'est aussi intéressant de voir ça, puisque beaucoup, en fait, l'essentiel de la croissance des profits de cette année est attendu sur le quatrième trimestre. Donc, beaucoup d'attentes là-dessus. Et comme vous l'avez dit très justement au début de cette réunion, finalement, on a eu, c'est le deuxième trimestre consécutif en fait, de baisse des profits. Donc, on a des comparaisons qui vont être plus favorables. Et c'est là où on attend ce rebond. Sur l'année de manière globale, les attentes, c'est à peine 0,8% de croissance des profits. Donc, c'est très faible, c'est très loin de ce que l'on a pu connaître historiquement, et surtout quand on sait que les rachats de titres sont à des niveaux qui sont très significatifs et qui ajoutent en général 2%, 3% de croissance des profits. Donc on est véritablement dans cette récession des profits, en tout cas telle qu'elle est attendue. On verra si elle se concrétise sur l'année. Tout le monde cherche à regarder secteur par secteur et même maintenant entreprise par entreprise, quelle est l'élasticité de la demande, quelle est la rigidité de la demande pour un service offert ou un produit servi aux consommateurs. J'ai vu passer quelques résultats et commentaires de boîtes type Procter & Gamble, Coca-Cola, on a eu Nestlé ce matin en Europe.
des gros industriels mondiaux de la chaîne agroalimentaire qui alimentent beaucoup de discussions aujourd'hui. Bon, la stratégie prix est payante, malgré des volumes effectivement qui sont affectés. Est-ce qu'elle peut le rester encore ? Les discours de ces entreprises semblent assez confiants. Encore pour la suite Moi, je serais un petit peu plus mesurée là-dessus, dans la mesure où quand on écoute par exemple Coca hier, qui a sorti finalement une très belle croissance, qui était principalement, comme vous le disiez, portée par les prix, puisque les prix étaient en hausse de plus de 10%. Les volumes, quant à eux, étaient en hausse à peine de 3%, 1% sur le concentré, donc on est quand même sur des volumes qui sont plus modestes, en fait, une croissance qui est plus modeste. Mais ce qu'ils ont clairement dit, c'est attention, en fait, les hausses de prix vont ralentir. Pourquoi ? Parce qu'ils s'alignent effectivement avec l'environnement de l'inflation et que l'inflation étant en train d'évoluer, et ils veulent suivre en fait cette tendance-là. Est-ce que finalement c'est le premier à donner une indication dans ce sens-là ? Procter n'a pas été, vous faisiez référence à Procter tout à l'heure, ils ont monté leur prix de 11%, les volumes étaient en baisse de 3%. Donc, c'est le deuxième trimestre consécutif pour Procter de baisse des volumes. C'est significatif pour eux. Ça leur a permis, en fait, de renouer avec une belle croissance des marges. Est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir dans la durée, sachant qu'on a un consommateur qui est plus vigilant au niveau des prix et qui arbitre aussi un petit peu sa consommation ? On l'a vu avec la montée des marques distributeurs. Les marques distributeurs, il ne faut pas oublier, sur 2022, c'était une hausse de plus de 10% aux États-Unis, quand les ventes de produits justement concurrents de l'agroalimentaire de marque ont été autour de 5,6% de hausse. Donc on a quand même un consommateur qui a arbitré dans certains cas ces achats. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir tenir, sachant qu'ils ont bien redressé leur marge et que ça fait plusieurs années où on a eu un environnement promotionnel quasi inexistant qui leur donne de la latitude. Donc on arrive peut-être au bout de ça. Au point de bascule, où la logique de volume pour ces entreprises et dans leur stratégie peut reprendre le dessus quand même en partie. En tout cas, sur la logique de prix, ce que l'on voit, c'est qu'on commence à avoir un discours de Coca qui n'était pas finalement... là, on arrive à... on s'attend à ce qu'il y ait une décélération de la hausse des prix. Donc c'est un premier élément à voir comment ils arrivent à se différencier aussi et c'est pas le cas, je dirais, je rajouterais juste quelque chose, c'est que c'est pas le cas dans tous les secteurs. Quand on regarde ça, il faut bien différencier finalement ces secteurs finalement un peu non discrétionnaires du discrétionnaire. Et dans le discrétionnaire, ce que l'on voit, c'est que dans tout ce qui est expérience, donc le voyage, le tourisme, etc., ça continue d'être très fort. On l'a vu avec Delta Airlines, qui a confirmé que l'activité restait très soutenue et qui a indiqué que 75% de leur activité sur les routes transatlantiques et internationales étaient déjà bookées pour cet été, où on l'a vu quand on écoute American Express qui parle de hausse des dépenses de voyage de 39%. Donc on voit bien qu'on a aussi des cheminements différents qui se passe dans la consommation américaine. Sur la consommation de base, c'était le patron d'Unilever qui avait eu cette formule il y a quelques mois, mais il disait, le pic de l'inflation est derrière nous, mais pas le pic des prix. C'est-à-dire que les prix peuvent continuer d'augmenter un peu, mais moins vite que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Venons-en au bal des GAFAM qui sera ouvert donc ce soir par Microsoft, Alphabet, Google. On aura Meta demain soir, Amazon jeudi soir et Apple qui fera bande à part la semaine prochaine, qui doit publier peut-être mardi soir ces résultats, je crois. Sans faire tout le pitch de ces sociétés que tout le monde connaît aujourd'hui, mais quels vont être pour vous, Julie, les points de vigilance sur ces grandes valeurs américaines ? Il y a deux sujets qui sont valables pour les deux sociétés, de manière un peu différente, mais il y a vraiment deux sujets. Le premier sujet, c'est l'évolution du cloud. Donc ça, c'est pas une surprise. Ça fait plusieurs trimestres qu'on voit une décélération. Microsoft a été très clair lors de la dernière publication de résultats. Les sociétés recherchent l'optimisation de l'efficience de leurs investissements technologiques. C'est ce qu'a dit également Amazon dans sa lettre annuelle. Donc on sait qu'on est sur une phase de décélération
valorisation. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si finalement ils arrivent à décélérer de manière modeste. Le consensus stable, je crois, sur 27% de croissance de l'activité Azure, donc leur activité cloud. Et quel est le message pour la suite, sachant qu'ils veulent intégrer un certain nombre d'éléments liés à l'IA générative. Donc ça, c'est la première chose. Pour Google, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Google, évidemment qu'on va regarder l'évolution de la croissance dans le cloud, mais ce que l'on va regarder, c'est surtout la profitabilité de cette activité, puisque c'est une activité qui a nécessité beaucoup d'investissements, beaucoup de réorganisation et qui sont bien derrière, on va dire, les Amazon et les Microsoft. C'est un outlier, c'est un concurrent des leaders. Exactement, Alphabet. et qui est encore loin derrière. Donc c'est vrai que c'est là où on va regarder un petit peu ce qui s'est passé par rapport au dernier trimestre. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et là, c'est surtout Google qui va être, on va dire, sur le grill. Parce que Bard, finalement, on a eu une première présentation qui a été un petit peu décevante. Aujourd'hui, il commence à donner des éléments d'information et le faire tester aux États-Unis. Ils vont effectivement devoir donner un peu d'éléments, de détails sur les fonctionnalités, comment ils comptent répondre à la concurrence, comment finalement la restructuration de leurs activités autour de l'intelligence artificielle peut créer de la valeur, etc., etc. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va regarder. Bien évidemment, Microsoft, c'est un sujet également. Ils ont été plutôt les premiers sur ce sujet, donc on va voir là aussi les fonctionnalités réelles et la trajectoire. Mais c'est surtout Google qui va être surveillé de ce point de vue-là. Cette course à l'IA, donc avec la révolution de l'intelligence artificielle générative, le GPT, c'est un thème qui a expliqué plus de 50% de la hausse du marché américain depuis le début de l'année. C'est les analystes de JP Morgan qui ont fait cette étude publiée aujourd'hui. Si on ajoute quelques valeurs, quelques gros poids lourds défensifs dans la santé par exemple, on a toujours la même histoire, une poignée de valeurs qui explique la quasi-totalité de la hausse du marché américain depuis le début janvier. Les analystes de JP disent que c'est même la hausse la plus étroite qu'on ait pu observer depuis les années 90. Et pour eux, c'est pas une bonne nouvelle. C'est un fait, hein, quand on regarde un Nvidia qui a pris plus de 80% depuis le début de l'année, un Meta qui en a pris plus de 70%, on a eu des performances absolument spectaculaires sur un certain nombre de valeurs de mégatech, on va dire. On a eu également des très belles performances de Microsoft, Apple et autres, qui sont certainement moins élevées, mais néanmoins très solides. Donc c'est vrai que ça pose la question de voir d'où viendra la prochaine vague en fait de création de valeur sur le marché américain. Et c'est vrai que quand on regarde l'indice S&P 500, qui est l'indice large américain, eh bien on voit qu'aujourd'hui, si on s'attache à sa valorisation, il se valorise aujourd'hui à 18,5 fois, ce qui est ni cher ni pas cher, on est entre deux, avec en revanche un certain nombre d'acteurs qui ont eu une très forte progression de leur valorisation. Donc c'est là où justement la saison de publication de résultats dans laquelle on rentre va nous permettre de nous donner un peu plus d'informations sur la pérennité de la croissance sur un certain nombre d'autres activités parce qu'il faut reconnaître, les managements ont été globalement prudents ces derniers mois à cause du dollar, à cause de l'économie, parce qu'on a une crise, un stress bancaire qui les rend d'autant plus nerveux. Donc on va voir effectivement, est-ce qu'on commence à avoir des éléments tangibles de ralentissement économique ou à l'inverse, on a des carnets de commandes qui continuent d'être globalement solides. Et c'est un petit peu là où on pourra avoir de la création de valeur aussi suite à ces hausses spectaculaires. Bon, on suivra évidemment Microsoft et Alphabet, Google ce soir après la clôture des marchés américains. Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan qui était avec nous en plateau, spécialiste du marché américain et gérante chez Amplegest, invitée de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.